Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Start Me Up d'Agnès Workwell. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maxime Cousin, cofondateur de la start-up Au Sol. Bonjour Maxime. Bonjour Claire, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Maxime, Au Sol, c'est une start-up qui développe un réseau de chargeurs intelligents destinés aux environnements de travail qui permettent de supprimer les câbles courants forts, les prises figées et les chargeurs d'ordinateur. Alors, ça concerne quel type d'espace ? On adresse à peu près tout ce qui n'est pas le poste de travail, donc dans différents marchés, que ce soit les environnements de travail, les entreprises, les coworking, les écoles, tous les espaces qui reçoivent des travailleurs qui ont un ordinateur portable et qui ont besoin de travailler. Mais on va surtout adresser tout ce qui va être espace informel, espace collaboratif. Donc ça peut être des salles de réunion, des espaces agiles, très des bien. coworking. En fait, tous les espaces dans lesquels les gens sont plutôt de passage et n'ont pas un rapport fixe à leur espace comme derrière un bureau. Ok, alors vous êtes basé à Cannes. C'est ça. Au Sol, c'est né en 2016, initialement de l'Agence spatiale européenne et du Centre national d'études spatiales, où vous avez effectivement commencé par développer des générateurs solaires mobiles pour l'outdoor. Alors c'est de là que vous avez eu l'idée justement de cette solution Au Sol Base. Tu vas nous en dire plus. Alors qu'est-ce que c'est cette solution Au Sol Base et qu'est-ce que c'est que sa solution d'alimentation nomade qui s'appelle Pico ? Ben ouais, tu as bien repris l'histoire, puisque en effet, on est parti de l'aérospatiale et puis on a développé des solutions pour l'outdoor pendant un premier moment. Et puis on est arrivé sur le marché de l'immobilier tertiaire un petit peu par hasard, parce qu'on développait des solutions d'énergie nomade pour l'extérieur. Et un peu par hasard, on a rencontré des directeurs immobiliers qui nous disent « Ah bah, vous faites de l'énergie nomade pour l'outdoor, c'est pas notre sujet, mais on aimerait bien une solution pour l'indoor, parce qu'on a un problème de flexibilité, etc. » Et donc on a rencontré beaucoup d'acteurs du marché avec qui on a co-créé du coup la solution Au Sol Base, dont l'idée est de créer un petit peu le Vélib de l'énergie. L'idée, c'est qu'on met en place des stations avec des sortes de batteries ou chargeurs en libre service qui sont complètement sécurisés et qu'on voit comme un réseau interne. C'est pour ça que je le compare souvent au Vélib. Va venir, ou en tout cas l'utilisateur va venir avec son badge débloquer une batterie, sortir le câble intégré, brancher son chargeur, poser son téléphone et pouvoir alimenter ses équipements nomades sans jamais avoir besoin de prise. Et donc l'idée, c'est de répondre à 3 grands problèmes dans les boîtes. Le premier qui est comment est-ce qu'on fait adapter des espaces qui ont besoin d'évoluer vers plus d'agilité, beaucoup plus de flexibilité, où à peu près tout finalement est assez agile, assez flexible. On n'a plus besoin de câble RJ45, on a du Wi-Fi, on n'a plus besoin de câble HDMI, on a du ClickShare, on a du Teams Room, etc. Pour autant, en tant que directeur immobilier, directeur facilities, dès qu'on veut bouger quoi que ce soit, il faut tirer des rallonges, il faut refaire tirer des prises, sortir des nourrices sur lesquelles il y a énormément de maintenance. Il y a une grosse inflexibilité qui coûte beaucoup d'argent et qui a un impact carbone qui est vraiment délétère. Et ça, c'est le premier sujet qu'on adresse. Deuxième sujet va simplement être un enjeu d'expérience collaborateur, parce que finalement, quand on passait 8 heures derrière son poste de travail, se connecter et être alimenté n'était pas un enjeu, un problème en tout cas. Aujourd'hui, quand on bouge de son poste de travail à une salle de réunion, à un espace informel, à une phone box, la friction de devoir se plugger devient exponentielle. Encore plus quand on n'a pas forcément un chargeur avec soi. Donc même s'il y a des prises, qu'elles sont maintenues, même si ça coûte de l'argent, qu'elles posent des problèmes de flexibilité, en tant qu'utilisateur, on se dit « Ah mais super, j'ai une prise, mais je n'ai pas mon chargeur ». Ça, c'est le quotidien de tous les collaborateurs dans les entreprises aujourd'hui. Donc, deuxième sujet, au-delà d'aider les entreprises à gérer leurs opérations et faire des économies, c'est améliorer l'expérience sur site. Et le pendant de tout ça, c'est que forcément, si on limite les travaux, on limite la maintenance, on permet d'optimiser l'usage des mètres carrés, on diminue les problématiques qui peuvent être environnementales, puisqu'on diminue les déchets et on optimise son empreinte immobilière. C'est les 3 grands piliers. D'accord, donc on libère justement quel type d'espace ? Salle de réunion, qu'elle soit figée, assez traditionnelle parce qu'il y a plein de maintenance, parce qu'il faut tout le temps rajouter des prises, etc., ou parce que les gens n'ont pas de chargeur. Salle de réunion plutôt modulable, parce que là, forcément, on a des tables qui bougent, mais les prises, elles ne bougent pas. Salle de formation, etc. Donc, tout ce qu'on va mettre dans la grosse catégorie espace collaboratif. Deuxième grande catégorie, ça va plutôt être ce qu'on appelle les espaces hybrides, donc les cafétérias qu'on essaie de revaloriser comme des espaces de coworking. Parce que c'est bien, il y a des prises, mais quand on va boire son café avec un collègue, on a son laptop sous le bras, on n'a pas nécessairement son chargeur ou son sac à dos. Donc ça va être les terrasses qu'on veut revaloriser, les petits espaces un peu morts qu'on veut réutiliser comme du coworking. Et le troisième, ça va plutôt être les espaces informels. Donc les petits canapés, les petits pods, les petits clubs. Là aussi parce qu'on considère qu'ils sont quand même assez peu utilisés et le coût qui est inhérent à les câbler et les électrifier est quand même assez important. Donc la vision, c'est plutôt de se dire on va mapper un parcours utilisateur à l'intérieur d'un site et on va placer ces stations à proximité des zones d'usage les plus fortes pour mutualiser les use cases. Et éviter d'avoir un client qui nous dit j'ai 200 salles de réunion, il me faut 200 stations au sol. On va lui dire peut-être qu'en fait il t'en faut que 20 parce qu'en fait on va mapper tes use cases et les gens vont passer devant. Et puisqu'il y a des systèmes de badge qui permettent de sécuriser le système,
nécessairement, ils vont passer devant, ils vont l'utiliser, ils vont le reposer, ils en reprendront ailleurs. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces systèmes de badge qui sécurisent? Parce que Pico, bon, on le voit à l'écran, mais ça ne tient pas dans une main, mais presque. C'est transportable assez facilement. Qu'est-ce qui se passe si jamais on se rend compte qu'on l'a plus, qu'il a été pris, C'est un vrai sujet. En fait, quand on a commencé, on n'avait pas forcément ces systèmes de badge ou autre. Et la friction numéro 1, c'était que soit il pouvait y avoir du vol, soit il pouvait juste y avoir de l'oubli, je l'ai laissé traîner, etc. Et donc, beaucoup de nos clients nous ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec nos systèmes de contrôle d'accès ou via une app, par exemple, qu'on peut connecter par API parce qu'on a SaaS Office qui permet de gérer ces espaces ou Bitco ou d'autres solutions. Et donc, on a fait le travail de s'interfacer sur tous les systèmes de contrôle d'accès des clients pour que l'utilisateur vienne, badge, récupère son unité et que derrière, en back-end, on sache qui c'est, qu'on soit capable de revenir vers l'utilisateur s'il y a un besoin et qu'on ait globalement une traçabilité de l'usage. Le fait d'avoir fait ça fait que déjà, nous, maintenant, on se tient responsable s'il y a une perte, puisque à partir du moment où on est capable d'identifier la source de la perte, de l'oubli ou autre, on se dit c'est notre responsabilité de le retrouver. Ce qui fait que pour le client, c'est complètement transparent et c'est plus un problème. Mais en fait, le fait d'avoir mis les badges, c'est un peu l'effet jeton dans le caddie. Depuis qu'on les a mis, on n'a plus de perte et on n'a plus de vol parce que l'utilisateur, mine de rien, responsabilise. Exactement, il est complètement responsabilisé. Donc ça a été un vrai sujet de sécurisation via les systèmes de badge, mais de manière plus générale de caractérisation de comment ça doit s'intégrer dans un bâtiment et tous ces systèmes IT. Parce qu'il faut faire remonter des données sur l'usage, sur l'état de santé des systèmes. Pour pas qu'il y ait une grosse charge RSE, il faut qu'il y ait une vraie circularité du stockage, etc. Et donc c'est pour ça que l'enjeu n'est pas la batterie ou le device ou le Pico, pour ceux qui connaissent le nom. L'enjeu est plutôt comment est-ce qu'on va manager toute cette flotte-là et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne soit pas un pain pour les opérationnels terrain, qu'ils n'aient pas tout le temps à reprendre les sites, à se dire il faut remettre les unités ou autre, parce que sinon ça créerait de la friction et ce serait complètement antithétique de cette vision de libérer les utilisateurs et libérer les opérationnels des facilities. Et du coup, il y a une notion de réservation, effectivement. Alors, on peut ajouter une notion de réservation, même si, in fine, quand on a le bon volume, généralement, on n'a pas de problème de manque, parce que c'est notre responsabilité aussi de conseiller le client sur le bon volume au bon endroit. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que généralement, les clients veulent en mettre plus que ce dont ils ont réellement besoin. Donc, ça nous permet d'avoir des phases de déploiement en disant on teste comme ça, on crée un vrai cahier des charges de ce déploiement, on crée un business case, et derrière, ça va permettre d'avoir des guidelines pour déployer sur d'autres sites, etc., etc. Parce que chaque entreprise a un rapport à l'usage et à la fréquence d'usage et les lieux d'usage qui sont très propres à comment ces espaces sont conçus et quelle est la vision de l'espace que le client porte. C'est quel type d'entreprise d'ailleurs qui font appel à... À peu près toutes celles qui ont des espaces collaboratifs hybrides informels. Donc on va travailler avec des grands clients comme Sanofi, Danone, EDF, Orange, SAP, etc. Mais aussi avec des ETI qui ne sont pas forcément dans des entreprises cotées que les gens connaissent, mais parce qu'ils ont quand même cet enjeu de soit d'optimiser leurs coûts dans leur bâtiment et de créer des espaces attractifs qui créent moins de friction pour l'utilisateur. Après, on bosse avec quelques scale-up, des Blablacar, Doctolib, etc., Ledger récemment. Et en termes d'école, ça peut être l'ESSEC, Schema. Donc, on a vraiment un portefeuille assez large de clients qu'on a signé ces 2 dernières années. Donc, c'est allé relativement vite en termes de déploiement. Ce qui nous a permis aussi de nous jauger par rapport au marché en se rendant compte que ce n'était pas seulement un effort commercial, c'est qu'il y avait un réel besoin qui n'était pas adressé. Parce qu'au final, notre réel concurrent, c'est les prises et les chargeurs. Donc, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on se dit tous, c'est vrai que c'est pas pratique ces câbles, mais in fine, on n'a jamais cherché une solution pour quoi. Donc, on s'est battu plutôt contre un statu quo. L'autonomie de la batterie, parce que c'est bien gentil, effectivement, c'est sympa, on a cette batterie toute la journée, mais c'est combien de temps? C'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est plus En fait, c'est la question, parce qu'on ne peut pas donner une réponse claire à cette question-là, puisque l'autonomie, elle est très dépendante déjà de l'ordinateur et de sa capacité de batterie initiale et de l'usage qu'en est fait. C'est comme dire, ok, ton ordinateur, il tient combien de temps? Si tu regardes des films dessus ou si tu fais du Word, il ne va pas avoir la même durée. Ce qu'on essaye de regarder, généralement, c'est combien de fois on est capable de recharger une batterie vide d'ordi. Et en moyenne, en fonction de l'ordinateur, on a entre 1,5 et 2 recharges et demie. Ce qui fait qu'en moyenne, sur la plupart des ordinateurs, ça permet de durer entre 6 et 20 heures. Même si la durée d'usage moyenne, si les unités sont bien placées, généralement, c'est 1h30. Puisque les unités sont placées à proximité des zones d'usage. En tant qu'utilisateur, je passe devant, je vais en salle de réunion, je vais dans le work café, je badge, je l'utilise, je reste une demi-heure, 1 heure, je le repose. Et si j'en ai besoin plus tard, j'en reprendrai ailleurs puisqu'on a plus tard. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on identifie que ça a été bien placé. Au tout début de l'aventure au sol, on avait tendance à placer les stations à l'entrée des bâtiments, en se disant tout le monde passe devant, donc c'est le lieu central. En fait, ça ne marchait pas, parce que quand quelqu'un en avait réellement besoin et qu'il n'avait pas pris le matin, il n'allait pas passer de la salle de réunion, descendre 3 étages pour aller le chercher, donc ça créait de la friction. Et en même temps, tu avais des utilisateurs qui arrivaient à 9h, ils se disaient bon, je le prends au cas où j'en ai besoin.
Ceux qui arrivaient à 9h30, ils n'en avaient plus. Ils ne le reposaient pas. Et, oui. Et du coup, ils le gardaient toute la journée et certains ne l'avaient pas du tout utilisé. Et donc, c'est un de nos clients qui nous a dit, mais attendez, mais pourquoi on ne prend pas le même volume, on ne le dispatche pas plus proche des zones de besoin pour que ce soit réellement dans le parcours de l'utilisateur. Et c'est là que vraiment l'adoption, elle a commencé. Ça a mis longtemps à justement concevoir ce système-là? Ça a été beaucoup de phases itératives. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on fonctionne sur un modèle de fonctionnement récurrent avec le client, parce qu'on rajoute tout le temps des nouvelles choses dans le produit, on le fait évoluer. Mais on a eu une phase, je dirais, de 3 ans complète de R&D, puisque c'est aussi la difficulté du développement hardware. C'est que c'est pas, on ne peut pas faire un changement simplement et juste on change. En fait, on change un composant, il faut changer l'organisation de la carte électronique, et du coup, il faut changer les moules plastiques. Et donc, en fait, c'est une grosse inertie pour pouvoir aller faire des micro-changements. C'est pour ça qu'on a dû aller sur un train d'innovation où on devait anticiper énormément de choses et que ça a pris pas mal de temps pour être sûr, d'une fois qu'on lançait sur le marché, d'avoir le moins de choses possible à changer. Sinon, on reperdait des années. Alors, qu'est-ce que deviennent justement ces batteries lorsqu'elles perdent de leur efficacité? Donc là, on parle de la au-sol base. Oui, exactement. Donc en gros, pour les utilisateurs qui le voient, on a une station qui contient 10 picots. La globalité de ça, on appelle ça la base. Et donc chaque picot a du stockage, forcément. Et ce stockage, comme tout stockage, notre ordi, notre téléphone, quand on l'achète, il dure super longtemps. Et puis 1 an plus tard, la batterie, elle est complètement dysfonctionnelle. On a le même problème, parce que c'est de façon inhérente la technologie de la batterie qui veut ça. Plus on la sollicite, plus elle perd d'efficacité dans le temps. Et donc nous, puisqu'on a de la donnée, on arrive à mapper le niveau d'efficacité du stockage et en fonction de ce niveau d'efficacité, de le changer au client. Et donc, ce qui fait qu'on garantit au client un fonctionnement nominal avec le bon, on va dire, la bonne capacité de batterie qui lui permet de répondre à ses usages nomades. Et dès qu'une batterie a peut-être perdu 30% d'efficacité, ce qui peut paraître minime mais conséquent sur un usage nomade d'ordinateur ou autre, on change ce stockage, on récupère l'ancien stockage et là on le revalorise pour ce qu'on appelle du stockage stationnaire par exemple. Donc stocker l'énergie de panneaux solaires sur toit, où l'enjeu de compacité est bien moindre. Donc en fait, on a perdu 30% d'efficacité, on met juste 30% de cellules et on a la même quantité de stockage. Et donc là, on donne une seconde vie au stockage. Et en fin de chaîne, une fois qu'il a encore perdu en efficacité, là, on l'envoie en filière de recyclage. Et on a la chance, c'est qu'assez récemment, il y a des super startups, des grosses startups maintenant qui se créent en France, comme Voltaire par exemple, qui récupèrent ce stockage-là et qui lui donnent une seconde vie, qui à partir de ces cellules qui sont quasi dysfonctionnelles, mais qui sont encore fonctionnelles, les démantèlent en France et recréer des nouvelles cellules au lithium remade in France, puisqu'aujourd'hui il y a quand même peu d'entreprises qui sont capables de créer de la batterie en France. Et donc en fait on a toute une filière de recyclage qui se met en place et toute une filière de réemploi. Et c'est ça qui fait qu'on a pas mal de prix comme le prix de l'économie circulaire, le prix de l'éco-design, le prix de l'exploitation durable, parce qu'il y a une réelle circularité dans le réemploi d'à peu près toutes les composantes de la chaîne de valeur hardware du produit. Des produits évolutifs. Exactement. Alors, je reviens justement à ce que je disais tout à l'heure. Donc, si moi, en tant qu'entreprise, j'ai envie d'installer la au-sol base, on dit la au-sol base? On peut dire à la limite, on n'est pas piqué sur ça. Qu'est-ce que je fais? Déjà, qui je contacte? Combien de temps d'installation ça prend? Est-ce que je peux le faire sur un site déjà existant ou je suis dans une construction d'entreprise et je peux faire appel à vous également pour le projet? Alors, déjà, on a 3 moments dans lesquels on rentre dans les entreprises. Une énorme partie de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est on rentrait sur des entreprises qui avaient déjà un site existant, qui a été livré il y a 2, 3, 4, 5, 10 ans parfois, parce qu'il y a toujours des trous dans la raquette. Il y a toujours besoin de faire des réaménagements, de faire des travaux, de racheter des chargeurs tout le temps. Donc ça, c'est le sujet global. Mais de façon inhérente, c'est juste le sujet qu'on adresse parce que c'est moi ou mes équipes commerciales qui avons rencontré des directeurs IMO, des directeurs de l'environnement de travail, et qui avons parlé du sujet. On dit « Ah bah oui, tiens, c'est bien », et on a avancé sur un projet. Par contre, très fréquemment, ceux-là, ils me disaient « Mais c'est quand même dommage que notre architecte, que notre aménageur, que notre AMO ne nous ait pas parlé de ça avant, quand on a conçu le site, parce qu'on a peut-être évité des planchers techniques. Ou alors, à des endroits où on n'avait pas de plancher technique, on aurait eu une solution. Parce qu'on aurait évité de mettre des top access dans toutes les salles de réunion, alors qu'on sait très bien qu'il va y avoir des problèmes tout le temps. Et en plus, on sait très bien que les gens n'auront pas leur chargeur, etc., etc. Et donc, à l'opposé de ce spectre-là, on a aussi travaillé avec des architectes et des aménageurs ou des entreprises de mobilier sur la conception de futurs sites. Et donc là, pour le coup, on a pu encore mieux s'intégrer dans le parcours utilisateur. Maintenant, moi, ce que je recommande toujours aux entreprises qui ont un projet immobilier dans 2 ans, par exemple, c'est OK, on peut vous permettre sur votre futur site d'aller économiser énormément de CAPEX parce qu'on va limiter le nombre de prises en plus dont vous avez besoin, les nombres de prises de confort, les top access, etc., etc. On va permettre de créer des espaces peut-être plus agiles, plus évolutifs. Mais on comprend en même temps que vous ne pouvez pas supprimer des câblages, supprimer des chargeurs, supprimer plein de choses, des top access ou autres, si vous n'avez jamais vécu la solution, vous ne l'avez jamais déployée.
Et donc, ce qu'on leur dit, c'est si vous avez un projet immobilier dans 2 ans, déployez-le dès aujourd'hui à plus petit volume à l'intérieur de votre site existant pour comprendre la solution, comprendre les bienfaits, comprendre comment est-ce que ça s'intègre dans votre environnement de travail et aussi quelle est la réceptivité de vos équipes. Et ça va vous permettre déjà dans quelques mois de vous projeter dans comment est-ce qu'on va concevoir notre prochain bâtiment avec cette solution en tête. Donc là, on a de plus en plus de clients chez qui on a déployé il y a déjà 2 ans, qui nous disent « Ah bah tiens, on a un nouveau projet immobilier à Lyon, on a un nouveau projet immobilier à Londres », et qui là, du coup, nous mettent en relation avec leurs aménageurs ou leurs architectes pour réfléchir à comment est-ce qu'on change un petit peu la façon d'aménager les espaces. Ça, c'est un peu la step d'après. Ok, super. Très bien. Alors, quelle est la suite pour Russell ? Première suite, on entame une levée de fonds début 2025 et on attaque très fort l'international, ce qui fait que les 2 sujets sont très liés en fait. On lève des fonds pour accélérer, donc là on arrive sur une step de rentabilité, donc enfin on sort du monde de start-up qui doit se battre pour survivre, etc., ce qui est super, mais en même temps on est désormais sur 12 pays, même si la majeure partie de notre marché reste français. On a des super clients en France honnêtement, même si c'est des grands comptes. En fait, on est relativement proche d'eux et ils comprennent assez bien la solution pour nous pousser sur leurs bureaux à Londres, à Lisbonne, à Paris, à Amsterdam, etc. Et donc, nos clients français nous ont beaucoup emmenés à l'étranger, ce qui fait qu'on a des refs un peu partout en Europe. Maintenant, il va falloir qu'on développe le marché nous-mêmes sans passer nécessairement par nos clients. Et donc là, on va avoir besoin d'embaucher, de mettre en place des équipes commerciales et des équipes marketing locales. Donc, il va y avoir un vrai sujet d'embauche. Et forcément, derrière, c'est tout le front. C'est beau, ça, c'est les équipes commerciales, c'est ce que le marché voit, mais on a des équipes en bac qui sont obligées de gérer les opérations, gérer les livraisons, gérer la croissance de tout ça. Des équipes techniques qui doivent aussi faire scaler l'infrastructure. Et donc, en fait, cette accélération, elle doit aller d'un côté sur le côté commercial et d'un côté sur le côté opération. Donc, c'est pour ça qu'on va lever des fonds avec des gros fonds d'investissement ou des institutionnels, justement pour pouvoir mettre un petit coup d'accélérateur en 2025 et du coup, aller attaquer fort sur les UK et le Benelux, qui sont les 2 prochaines steps. Et puis après, il y a plein de sujets de développement de nouveaux produits ou autres, mais ça, ce sera les clients qui seront au courant en avant-première. Ok, et juste dernière question, parce qu'on n'a pas développé ce sujet, bon, on n'est pas obligé de le développer, mais moi, je suis curieuse. Combien ça coûte à peu près, ce système ? C'est une vraie question, en fait, ça dépend vraiment du projet et de ce qu'il y a à faire. Et donc, la seule chose qu'on peut dire qui est assez certaine, c'est qu'on, plutôt que de regarder combien ça coûte, on regarde au client combien on est capable de lui faire économiser. Et donc, vu qu'on est sur un modèle récurrent, sous forme d'abonnement annuel, on a une brique d'abonnement qui intègre le hardware, les stations, les unités, le software, donc les intégrations des systèmes de badge, les API, toute la plateforme qui permet d'avoir de la data, etc. Et tout le service, on gère toute la maintenance, tout le recyclage du stockage, on gère un plan de com en interne dans l'entreprise pour vraiment l'implanter dans les cas d'usage. En moyenne, chez tous nos clients, on observe que s'ils mettent 1 euro par an chez nous, on leur fait économiser entre 3 et 5 euros par an chez eux. Ce qui fait qu'on a beaucoup de clients qui ont commencé par nous dire « Ah, on fait un petit déploiement, ça va nous coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros. » Et puis il y a des clients sur lesquels maintenant on est sur du 300, 400 000 euros par an. Parce qu'en fait, ce qu'ils regardent, c'est plus combien ça coûte, c'est le ratio économique de ce qu'ils sont capables d'utiliser par site. En OPEX, donc sur leurs frais d'opération, maintenance, etc. Ou parfois même encore plus en CAPEX quand on est intégré dès la conception. Et donc là, ils rationalisent leur nombre de prises ou autre, plus ils vont faire des économies plus loin sur leurs travaux, leur maintenance, leur réorganisation, les achats de chargeurs, etc., etc. Après, le coût réel va vraiment dépendre du projet, de ce qu'il y a à faire, de la volumétrie, de la localisation, des niveaux d'intégration qu'on veut. Donc c'est assez variant d'une entreprise à une autre. Bon, merci beaucoup Maxime Cousin. En tout cas, tout ce que je vous beaucoup. souhaite et tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'évoluer positivement à l'international, justement. Également. Ça va être le challenge. Merci beaucoup. Ça nous aide déjà de pouvoir avoir un petit peu de visibilité et parler de tout ça. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans Start Me Up sur A News Work Well. On se retrouve très vite et d'ici là, gardez la forme.